Mesdames et messieurs, bonsoir. La présidentielle 2020, c'est dans 20 mois tout au plus. Pourquoi ne pas le dire? Les appréhensions, les craintes, il en existe au sein de la population. Et la frayeur devient de plus en plus grande en jetant un œil sur les médias. Les hommes politiques tiennent des discours violents, presque violents, et les médias les relayent en l'état. Est-ce que nous pouvons faire autrement? Ils vont nous expliquer tout cela, nos invités. Bonsoir Nadia Nata. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, paix et sécurité. Merci d'être venu sur ce plateau. Juste auprès de vous, bonsoir Geoffroy Kwao. Vous êtes politologue et écrivain. C'est un nom bien connu dans notre milieu. Et ensuite, nous avons Jean-Claude Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et chef du service politique du journal Le Patriote. Et enfin, nous avons auprès de vous, bonsoir Félix Boni. Bonsoir. Rédacteur en chef de l'Infodrome. L'Infodrome fait partie du groupe Olympe, je crois. En tout cas, merci à vous tous d'avoir accepté de venir ici ce soir, malgré vos programmes chargés. Nous sommes reconnaissants. Mais nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, la responsabilité des médias, la responsabilité des politiques, la responsabilité aussi de la société civile. Les questions sont légion, celles que nous nous posons. Pourquoi nos médias ne rassurent-ils pas lorsque nous les lisons? Pourquoi relayent-ils des propos violents des hommes politiques? Mais pourquoi ne devraient-ils pas le faire non plus? À chacun sa réponse, et cela a donné une idée à Flora Balogueï. La presse a le devoir d'agir avec discernement, même si elle est chargée de relever les faits et gestes des hommes politiques et des détenteurs d'un certain pouvoir. Agir autrement, ce n'est pas être prévenant, c'est ne pas préparer la paix. La paix, une plante qu'il nous revient d'arroser. Il faut donc que les détenteurs de l'information apprennent à livrer l'information dans le souci constant de la mettre à la disposition du public. Cette action, qui doit être relayée par la presse, doit se faire avec le maximum de sérieux, de vérification et de compétence. Ainsi, une bonne presse doit-elle, en dehors de ses convictions, apprendre à être indépendante pour garantir sa crédibilité. Or, l'indépendance nécessite des moyens qui ne sont pas toujours ceux que l'on croise dans la cour qui abrite les rédactions. Du coup, une certaine presse et certains médias se spécialisent dans la vente du sensationnel. Ils se donnent au jeu de la rumeur et de l'interprétation tendancieuse. La presse ne doit pas être prisonnière de la jointure des fins de mois. Ce métier-là, il a ses règles. Et outrepasser ces règles devient un crime de lèse-majesté. Le respect des règles d'éthique et de déontologie est un exercice à faire et à réussir en toute saison, car il s'agit d'un devoir citoyen qui ne saurait souffrir de retenue inutile. Il ne faut pas l'oublier, l'information est une nourriture. Elle doit venir nous oxygéner pour que nous nous sentions nous-mêmes et pour nous éviter de regarder, écouter, lire ailleurs. À la vérité, l'information, la bonne, n'est pas seulement une affaire de journalistes. Elle est l'affaire de tous. Cette responsabilité collective doit nous habiter à chaque instant, car la démocratie, c'est aussi et avant tout une information juste, abondante, puisée à toutes les sources pour que chacun se sente auteur et acteur de notre destin commun. Quant à la morale de l'information, et singulièrement celle qui se nourrit des effets pervers de la manipulation et de la violence, il revient aux instances de régulation d'organiser une veille afin que les valeurs piétinées ne soient pas reprises. En somme, notre presse, sous le regard de ces instances de régulation, doit se renouveler au nom de sa crédibilité et de sa grandeur. Alors, ce récit de Flora Balogueï me fait poser une première question. Je vais m'adresser à vous tout de suite, Madame Nata. Est-ce qu'aujourd'hui, en lisant nos journaux, en regardant la télévision, vous pensez que nous sommes au rouge avec les médias? En prenant connaissance de l'actualité à travers les médias dits traditionnels, effectivement, il semblerait que le discours politique soit relayé tel qu'il est, sans pour autant tout le temps la mesure et la responsabilité de s'assurer qu'il n'enfreint pas les règles démocratiques et que il assure une bonne information des citoyens, donc une information juste, mais en même temps mesurée dans la mesure où ça peut avoir un impact parfois négatif. Est-ce que franchement, vous pensez qu'on a franchi la ligne rouge aujourd'hui avec les médias, de façon générale en Côte d'Ivoire? Je crois qu'elle est en train d'être franchie dans une certaine mesure. Et au-delà des médias traditionnels, il faut aussi parler de la presse en ligne, des réseaux sociaux. Donc ce n'est pas seulement la presse traditionnelle, mais c'est tous les médias, toutes les plateformes
où on voit une escalade du discours politique, une escalade des commentaires et parfois un discours haineux, la violence verbale. Et à partir de ce moment, il faut faire attention parce que quand on s'approche d'une période électorale, ça peut avoir des conséquences dommageables. Quand vous le dites, l'analyse que vous faites tout de suite, le regard que vous portez sur la situation, est-ce que c'est par rapport forcément à l'élection, à la présidentielle qui arrive, ou bien vous pensez que de tout le temps, les choses doivent être comme ça se passe? Normalement, les médias, le traitement de l'information doit être équitable, responsable en tout temps. C'est pour ça qu'il y a une convention collective, c'est pour ça qu'il y a un code de déontologie, c'est pour ça qu'il y a des principes. Il y a la liberté d'information, d'expression, certes, mais au même moment, il y a une responsabilité individuelle et collective. C'est pour ça qu'il y a des organes tels que les organes de régulation et d'autorégulation pour s'assurer que c'est fait dans les normes. Maintenant, c'est vrai qu'à l'approche d'enjeux électoraux, notamment sur notre continent, il s'avère qu'on voit une montée, une certaine escalade de ces différents discours, notamment au niveau des politiques. Et après, c'est de savoir quelle est la responsabilité des médias. C'est vrai que l'information et les faits sont sacrés, on veut les relayer tels qu'ils sont, mais il y a une responsabilité de s'assurer que relayer les faits, bien que sacrés, n'impacte pas négativement la stabilité et la paix dans un pays. J'ai l'impression que vous dites deux choses voisines, des choses qui marchent côte à côte. C'est qui vous accusez? Ce sont les médias ou les politiques, très clairement? C'est une responsabilité partagée. Les politiques ne doivent pas avoir un discours qui serait non éthique, violent. Le politique, c'est quoi l'objectif d'un parti politique? C'est accéder au pouvoir. Ça veut dire qu'il a un projet de société, il a un programme et il doit vendre ses idées aux citoyens. Donc pourquoi entrer dans la violence verbale, dans les injures ou dans les invectives? Un parti politique doit juste défendre son projet de société en disant « choisissez-moi parce que moi je peux faire les choses différemment. J'ai certaines valeurs, j'ai une certaine idéologie que je souhaiterais permettre à notre pays de bénéficier de ces valeurs-là, de ce programme-là. Et à partir de ce moment, le débat doit se faire sur les idées, sur le programme de société. Donc à partir de ce moment, quand le politique lui-même délivre un message plus ou moins violent, un message qui ne respecte pas les droits fondamentaux des uns et des autres, c'est maintenant aux médias, en relayant le dit message, de s'assurer que c'est fait de façon responsable. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que j'ai l'impression que juridiquement, que vous êtes en train d'indiquer un coupable et un complice, mais on verra bien. Je voudrais m'adresser maintenant à vous, Geoffroy et Kwao. Est-ce que lorsque vous jaugez la situation véritablement, vous voyez vous aussi la température monter, le thermomètre est en train d'exploser pratiquement? Est-ce que c'est aussi dramatique? Il faut dire simplement que la presse est un résultat. C'est le résultat du contexte social. C'est le résultat d'un contexte politique. Malheureusement, le contexte politique auquel nous assistons actuellement n'est pas reluisant. Nous assistons à une dégradation du discours politique allant dans le sens de la déconstruction de la cohésion nationale, de notre vivre ensemble, de la démocratie et de notre vie républicaine. La presse, dont la mission principale consiste à informer les populations, ne fait que relater, montrer ce que disent les hommes et les femmes politiques. Cependant, une question inaugurale, est-ce que la presse, dans sa mission d'information des populations, doit mettre à la disposition de celles-ci toutes les informations dont elle dispose ou tout le contenu du discours politique prononcé par les hommes et femmes politiques? Est-ce qu'il ne serait pas heureux que la presse fasse un tri, n'est-ce pas, entre ceux qui participent de la déconfiture du tissu social et ceux qui participent de la construction de la cohésion sociale et du raffermissement de la consolidation de notre vie républicaine? Est-ce que vous n'êtes pas en train de confier aux médias, à la presse, ce qui n'est pas son rôle? Chacun doit rester dans son rôle. Pourquoi est-ce que vous souhaiterez, par exemple, que sur une information A, B, une information C, une information D, nous choisissions ce qui doit être dit? Parce que la presse doit agir selon une certaine éthique. La presse doit écrire, doit montrer des choses qui ne sont pas en conflit avec la morale, avec l'éthique politique. Malheureusement,
le discours politique, comme je le disais tantôt, n'est pas bon. Il n'est pas réduisant, il est dégradant, il est injurieux. Je pense que la presse ne doit pas suivre les hommes politiques dans leur élan impolitique. La presse devrait faire sienne la notion de responsabilité en faisant le départ entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que l'objectif du discours politique, l'objectif de l'information, c'est la construction d'un État démocratique, c'est la construction d'un État républicain. Pourquoi vous ne dites pas très clairement et de façon ferme, vous, politique, c'est à vous de ne pas commencer? Je pense que nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la classe politique, encore moins de la presse ivoirienne. Même si nous constatons que cette classe politique montre d'une certaine irresponsabilité ces derniers jours, notre rôle, c'est de l'interpeller et de l'inviter à être davantage meilleur. La presse également. Je pense que il serait facile de faire le procès de la presse quand on sait que la presse n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir de ce qui est. Le journaliste ne rapporte que ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il appartient donc d'abord et premièrement à la classe politique de s'améliorer en donnant, en prononçant des discours constructifs pour notre nation. Jean-Claude Coulibaly, quand vous entendez cela, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les discours qu'on a, vous êtes journaliste, c'est pourquoi je vous pose cette question, les discours que nous entendons contiennent vraiment des facteurs déstabilisants, des facteurs d'instabilité déjà avant de commencer à accuser même la presse? Oui, vous êtes fautif, c'est dit clairement, vous, journaliste. Oui, il faut reconnaître que l'offre politique actuellement, je ne dirais pas qu'il est, ne pas dire misérable, mais exécrable. C'est une offre politique qui, véritablement, n'est pas à la hauteur des attentes de nos populations. Les hommes politiques ont tendance aujourd'hui à confondre certaines choses. On peut véritablement vouloir quelque chose, mais il faut y mettre la manière. Aujourd'hui, la manière n'est pas au rendez-vous. Il faut le reconnaître. Il est vrai que nous sommes le reflet, le miroir de la société. Nous sommes les historiens du présent, comme on le dit. Nous écrivons l'histoire de la Côte d'Ivoire au présent, l'histoire vraiment du monde au présent. Mais nous n'écrivons pas cette histoire-là, c'est-à-dire ex nihilo. Nous n'écrivons pas l'histoire ex nihilo. Il y a une matière. Et souvent, au quotidien, cette matière est au fait par le politique et le politicien. Et qu'il est important pour nous, en tout cas, de tirer ici la sonnette d'alarme. Parce que ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, ce que nous avons vu dans certains journaux ces temps-ci, n'est pas du tout honorable. Je pense que il ne faut pas trop tirer sur la presse. Il ne faut pas trop tirer sur la presse, mais il faut voir un peu le contexte politique actuel. Nous savons les enjeux de 2020. C'est dans deux ans, mais ça a déjà commencé. Et certaines personnes sont un peu frileuses. Il faut les comprendre, mais je pense que c'est à nous, en tout cas, hommes des médias, bien sûr, de savoir faire la part des choses. Mais je pense que ce problème de la responsabilité... C'est là la question. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses? On n'arrive pas à faire la part des choses tout simplement parce que, vous savez, dans ce monde concurrentiel dans lequel nous vivons, si par exemple vous essayez de décorer les choses, il est clair que vous serez ce qu'on appelle dévancé par ce qu'on appelle les médias chauds. Aujourd'hui, il y a Facebook, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a ce qu'on appelle même les journaux en ligne qui traitent l'information de façon instantanée. La presse traditionnelle, si vous voulez, un peu dépassée. Mais si, par exemple, il y a 2 heures, 5 heures de cela, il y a eu des propos qui ont été relayés sur le terrain et que le lendemain, vous, Patriote, par exemple, ou bien Soir Info, ou bien Notre Voix, etc., vous décidez, sous le sceau de la responsabilité, de ne pas en faire cas. Vous comprenez que vous êtes un peu en déphasage. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir faire la part des choses et trouver le juste milieu. Dans tous les cas, ce que je vais dire, en ce qui concerne la responsabilité des journalistes, le problème a été déjà réglé par la nouvelle loi sur la presse. Il nous est interdit désormais de rapporter, en tout cas, des propos séditieux qui appellent à la violence, qui appellent à la haine, etc. Et si vous le faites, vous ne pouvez plus, comme par le passé, dire que non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que reporter. Ça n'existe plus. La nouvelle loi, en tout cas sur la presse, a déjà réglé la question. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais je rappelle que l'offre politique soit meilleure. Si l'offre politique est meilleure,
vous verrez que la presse sera meilleure. Les choses vont aller en s'améliorant. Mais si l'ordre politique continue toujours d'être ainsi, ce sera très compliqué. Ce sera comme si demander à la presse vraiment d'être un aveugle, d'être un sourd et d'être un muet. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que vous, quand on vous écoute, Jean-Claude Coulibaly, on a l'impression que vous êtes en train de dire qu'il faut faire taire les hommes politiques eux-mêmes d'abord? Non, pas le faire taire. Il faut que le discours change. Il faut que le discours s'améliore. Il faut que les gens comprennent. La responsabilité... Mais n'est-ce pas une illusion, véritablement? Non, ce n'est pas une illusion. La responsabilité est partagée. Nous sommes tous les acteurs de la société. Mais il ne faut pas indexer un seul acteur. Parce que personne ne peut faire une société. La société se fait ensemble. C'est tout le monde qui fait la société. C'est une chaîne, je dirais. Lorsque, par exemple, le discours politique, l'offre politique est meilleure, comme je le dis, si elle est meilleure, vous verrez que les choses vont aller... La presse n'inventera rien. La presse ne peut inventer quelque chose. La presse peut seulement peut-être atténuer. Ça y va de sa responsabilité. Mais la presse ne peut pas, comme on dit, aseptiser vraiment le débat politique dans la société. Ce n'est pas possible. Voilà, je pense qu'on demande un peu trop à la presse. Et il faut faire très attention à ce niveau-là. On demande un peu trop à la presse, Félix Boni. Les inconduites des hommes politiques aujourd'hui, est-ce qu'on doit attribuer cela aux médias? Et en même temps, une deuxième question, est-ce que véritablement, quand vous écrivez, vous rapportez ces reportages, on peut dire que vous pouvez être dédouané tout simplement parce que ce sont les hommes politiques qui l'ont dit, que ce n'est pas vous, les auteurs? Non, mais la loi sur la presse est aussi claire et même le code... Oui, les lois, les textes, il y en a toujours eu. Oui, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau. Le code le dit très bien. Quand vous relayez des propos séditieux, des propos d'une certaine nature des hommes politiques, c'est comme si vous avez déjà pris fait et que vous avez épousé l'idée que vous relayez. Nous sommes condamnables pour les propos que nous relayons qui sont aussi virulents et qui ne respectent pas les normes telles qu'établies par nos lois. Il ne faudrait pas fouler au pied les lois parce que ça aussi c'est un problème. C'est les lois qui régissent une société. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'au-delà du procès qu'on fait de ce que la presse relaie en termes de discours haineux des hommes politiques, il va falloir peut-être que le législateur pense également à des règles qui vont quand même obliger les acteurs politiques à tenir certains discours un peu cohérents, des discours de cohésion sociale. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, 26 ans après la mort du Fort-Boyer, n'est jamais sortie de crise. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure, on éduque la masse à un certain type de discours, au point où on a une société tellement politisée que la presse aussi est politisée. N'oublions pas que notre ère de pluralisme de la presse a commencé dans les années 90 et que ça a commencé avec des journaux qui ont été créés par la plupart du temps des partis politiques. Que voulez-vous qu'un journal qui est adossé à une formation politique puisse relayer comme information quand un acteur politique tient un discours séditieux qui lui donne de la matière, du contenu pour pouvoir éventuellement vendre? On a un public qui est disposé à entendre ce genre de discours, à entendre certaines analyses. Finalement, comme il faut vendre, il faut bien exister. Parfois, des journaux s'y mettent et finalement, ça devient une habitude. Sinon, les règles existent. Il faut bien appliquer les règles. Moi, je pense que si on applique les règles, on ne devrait pas sortir du carnaval. Pourquoi a-t-on du mal à appliquer ces règles? Là, je dis et les médias et les politiques. Pourquoi? Sur le code de bonne conduite pour les hommes politiques, ça existe. Pourquoi a-t-on du mal à appliquer les règles? Moi, je vais parler de ce qui nous concerne, nous, les médias. Parce que les hommes politiques, je crois que pour la conquête du pouvoir, certains sont prêts à tout. Et on les voit à travers les discours qui se tiennent. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les médias, je pense qu'ils ne devraient pas avoir de difficultés à appliquer les règles. Relayer des discours, il peut arriver parfois. Récemment, il y a des acteurs politiques qui se sont donnés à des discours un peu de ping-pong, ça et là, Daou Kro, Stade du Fort-Boigny. Il faut avoir le courage de dire que ces discours nous conduisent à la dérive. Parfois même, il va falloir même relayer ces discours pour dire voilà tel discours qui a été tenu par tel et accompagner cela également par un encadré ou en tout cas un commentaire pour montrer que ce genre de discours ne permettent pas de construire. Madame Nata a souligné un élément très important. Voyez, nous passons 5 années avec des acteurs politiques qui ne font que se tirailler là-dessus. Les options tribales, les options de ceci. Mais véritablement, depuis les 5 dernières années, on a 20 mois des prochaines élections. Dites-moi, quel est le parti politique qui a commencé à brandir son projet de société aux Ivoiriens? Qui nous parle de l'éducation, de la santé, de l'agriculture? Qui nous parle même de la communication pour ceux qui connaissent le secteur des médias? Tous les acteurs politiques sont agrippés sur des questions tribales.
on essaie de pêcher dans sa région, dans sa tribu, dans son ethnie, mais on ne cherche pas à aller convaincre l'opinion ivoirienne à vous suivre parce que vous avez un programme cohérent qui va permettre de scolariser, de former des jeunes qui vont trouver de l'emploi demain. Aujourd'hui, il y a un gros problème. Alors, si vous dédouanez les médias, est-ce que vous êtes en train de dire que quand il y a la paix, ce sont les hommes politiques, quand il y a la guerre, c'est aussi eux? Je ne dédouane pas du tout les médias et je dirais même que nous avons plus ou moins 30 ans d'existence de pluralisme de presse en Côte d'Ivoire. Nous devrions avoir une maturité, nous, au niveau des médias. Et vous n'arrivez pas à le faire? Et cette maturité, on n'arrive toujours pas à le faire parce que jusqu'à présent, on a une tare congénitale que nous traînons. C'est qu'on a la plupart des journaux ivoiriens qui sont adossés quand même à des formations politiques. Parfois même des recrutements sont faits sur la base de la conviction politique. Ça contribue à raviver le débat politique dans nos médias. Oui, mais ce que vous dites n'est pas... C'est pas particulier à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas particulier à la Côte d'Ivoire, mais oui, bien sûr, la dérive de la presse, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas faire le procès de la presse ivoirienne. Hein. On n'est pas aussi moins nantis que les autres. Hein. Mais pourquoi voudrez-vous qu'aujourd'hui, nous discutions plutôt de la presse américaine, de la presse française, au lieu, pendant que nous sommes en Côte d'Ivoire? Dans notre cas, ça dit qu'on doit purger... On balaie devant notre chambre, mais il ne faudrait pas aussi penser que les autres sont notamment plus meilleurs que nous. Je veux dire qu'on ne peut pas dédouaner les médias ivoiriens. Et moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont dédouaner les médias ivoiriens. Il y a 2 semaines, nous nous retrouvions devant le président de l'ANP qui a sorti des éléments. Chacun de nous a attrapé sa tête. Chacun de nous, je dis bien, a attrapé sa tête au cours de la réunion qu'on a eue au siège de l'ANP. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, quand on regarde dans notre miroir, nous ne sommes pas fiers de nous. Mais en même temps, nous ne sommes pas aussi fiers de notre société parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous ne sommes que le reflet. Nous avons une responsabilité citoyenne, une responsabilité qui est que nous devrions être matures 30 ans après le pluralisme de presse en Côte d'Ivoire. Nous en sommes conscients et je pense que progressivement, on n'est pas aussi, j'allais dire... Mais tout de même, en fait, j'ai envie de vous dire merci d'avoir fait quelque chose qui ressemble à un mea culpa. Non? Oui, il y a du mea culpa. Je n'ai pas honte de faire... Très bien, je suis totalement d'accord avec vous. Donc, je vais aller à Mme Nadia Nata. Tant qu'on pense que ce sont toujours les autres, on n'a pas la solution. C'est pour ça Or, nous nous retrouvons dans ce cas. Ni la société civile, ni les politiques, ni les journalistes, ni personne ne reconnaît avoir commis une faute. C'est pour ça que tout à l'heure, la conclusion n'était pas un responsable et un complice, mais plutôt la co-responsabilité. C'est-à-dire, chacun, c'est une responsabilité collective. Chaque acteur joue un rôle précis et a son rôle à jouer. À partir de ce moment, c'est une chaîne, on l'a dit, le collègue l'a dit tout à l'heure. Si un ne joue pas bien son rôle, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a une veille qui est faite par les autres acteurs pour s'assurer que l'autre joue le rôle correctement. Mais à partir de ce moment, il y a un équilibre du jeu politique. C'est pour ça qu'on parle des médias comme 4e pouvoir. Ça veut dire que les médias ont une certaine responsabilité. Mais la société civile est là. Le politique a ses responsabilités, les institutions sont là, mais il y a aussi le secteur privé qui a des responsabilités. C'est une société. Les citoyens ont leurs responsabilités parce que les citoyens consomment aussi ce genre de presse. Ça veut dire que quelque part, c'est vendeur. Ça veut dire que quelque part, si l'offre ne plaisait pas aux consommateurs, la presse n'allait pas persévérer sur cette voie, les politiques n'allaient pas persévérer sur cette voie. Maintenant, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, de mon point de vue, il n'est pas du rôle des médias de faire l'opacité ou de ne pas être transparent. Ah oui, c'est vrai que je n'étais pas du tout d'accord avec vous parce que, au nom de l'inviolabilité des faits quand même, vous étiez en train de nous laisser certaines choses de côté. Pourquoi le fait? Justement, à mon avis, le média, quel est son rôle? C'est soit il épouse les faits, il les relaie comme tels, alors qu'il n'a pas comme s'il n'a pas de responsabilité. Or, le simple fait de relayer engage sa responsabilité. Soit il n'est pas transparent et fait comme si ça n'a pas eu lieu. Au même moment, le public a le droit de savoir que ça a eu lieu. Donc, c'est pour ça qu'on revient à la responsabilité du média dans le traitement de l'information. On ne demande pas à ce que l'information ne soit pas relayée, que le public ne soit pas au courant de ce qui a été dit. On s'assure juste que tout ce qui est injurieux, tout ce qui n'est pas nécessaire et indispensable au partage de cette information soit juste enlevé. Ou, en toute responsabilité, le journaliste peut dire, écoutez, il y a eu débordement, il y a eu dépassement, il y a eu comportement tendant à mettre
en cause la stabilité du pays. Et en toute responsabilité, j'estime que je ne peux pas relayer une telle information, mais sachez que tel acteur politique, c'est une dénonciation. Ça fait partie de la responsabilité du journaliste. Tel acteur politique a dit ci et ça, mais en même temps, en tant que journaliste, je ne peux pas le relayer en l'état. Je ne veux pas diffuser et contribuer à ce que la stabilité du pays et la cohésion nationale soient remis en cause. Geoffroy Kwao, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les médias, véritablement, vous avez l'impression qu'on ne mesure pas la portée des messages qui sont portés dans nos organes de presse? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que tout doit se faire par rapport à la cohésion sociale, par rapport à la construction de notre démocratie et de notre vie républicaine. Vous savez, nous sommes dans un triangle impolitique. On a d'abord les hommes politiques, ensuite la presse et enfin l'opinion publique. Que demande l'opinion publique? L'opinion publique demande du sensationnel. Que veut la presse? La presse veut vendre. Qui consomme la presse? C'est l'opinion publique. Et donc, dans son désir de vouloir vendre davantage, la presse va aller à la recherche de l'information spectacle. Or, justement, la classe politique est productrice de politique spectacle. Et c'est là le cercle vicieux. Je pense que le travail à faire, c'est d'abord de sensibiliser la classe politique. C'est de revoir le casting politique. Pourquoi nos hommes politiques, depuis 3 décennies, ont les mêmes postures, ont les mêmes attitudes? Pourquoi aujourd'hui, vous nous interpellez sur cette question? La pertinence de cette émission, c'est que, par le passé, nous avons vécu des crises. Et ces crises ont été précédées par l'escalade de la violence verbale des hommes politiques, qui s'est, après, muée en violence militaire et politique. Donc nous jouons notre rôle d'arlette, n'est-ce pas? Nous lançons des arlettes, n'est-ce pas? De lanceurs d'arlettes. Il faudrait qu'on revoie d'abord le casting politique. D'accord. Est-ce que ne peuvent venir sur l'espace public, dans l'arène politique, que ceux qui sont les champions en injures, les producteurs à grande quantité d'injures? Est-ce que ceux qui méritent d'être nos élus sont ceux-là qui ne savent qu'insulter les autres? Ou bien ceux qui ont des idées? Est-ce que c'est seulement ceux qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas une éthique politique? Je pense qu'il faudrait dorénavant que l'opinion publique, c'est-à-dire les populations, soient exigeantes et censurent les hommes politiques qui tiennent des discours impolitiques, qui ne méritent pas d'être sur la place. Un homme politique ne peut pas se permettre, et continuer de l'être, des propos qu'un enfant de l'école primaire ne peut pas tenir sur l'espace public. Il faudrait aussi que la sanction politique suive. Dans les pays dits développés, lorsque vous faites des dérapages politiques, le lendemain, soit vous démissionnez, soit on vous limoge. Donc là aussi, il faudrait que les politiques prennent leurs responsabilités. Cependant, la presse, et je maintiens mon affirmation, doit être courageuse. Faire preuve de courage éthique, et non de courage commercial. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Nous sommes dans une vie républicaine. Nous sommes 23 millions d'habitants avec des sensibilités différentes. Lorsqu'un homme politique, parce que politiquement immature, dit des choses inadmissibles, inacceptables, la presse ne doit pas se faire complice de cet homme politique. Mais le problème, M. Lassiné, c'est que qui détient la presse dans notre pays? Alors, ça, c'est une question importante que nous allons aborder en deuxième point. Mais déjà, j'ai envie de vous retourner. Vous avez posé beaucoup de questions, mais j'ai envie de vous retourner celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les hommes politiques sont prêts à scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis quand on regarde véritablement et qu'on constate que nos partis politiques n'ont pas d'idéologie en tant que telle?
Parce que c'est de véritables voitures qui clignotent à gauche et qui vont à droite. Ce sont des choses qui se voient clairement. Si on regarde le passé, qu'on interroge le passé, on peut répondre par l'affirmative. Nos hommes politiques n'ont pas de conducteur. Ils n'ont pas d'éthique. Pour eux, tout est possible. Pour eux, la politique, c'est Machiavel. Mais Machiavel n'est pas machiavélique. Machiavel a fait une simple observation pour arriver à la conclusion que l'homme politique doit être celui qui fait la promotion de la morale et non de l'immoral. Mais ils ne l'ont pas compris ainsi. Vous comprenez? Ce sont les mêmes acteurs politiques depuis près de 3 décennies. Et nous avons vu ce que nous avons vu. Et ce sont les mêmes. On ne peut pas être après avoir été. Je pense que la solution, c'est d'éduquer les hommes politiques dans ce sens. Mais j'avoue que c'est un vœu pieux. Ce qu'il faut, c'est que par le biais du suffrage universel, et c'est ce que la démocratie nous offre, que les populations sanctionnent les hommes politiques immatures qui n'ont pas les places sur l'espace public. Lorsque vous avez un député ou un maire ou même un ministre qui tient de tels propos, aux prochaines élections, vous lui dites merci, nous voulons des hommes qui nous proposent des offres politiques meilleures et non des personnes spécialistes en injure publique. Jean-Claude Coulibaly, est-ce que vous y croyez véritablement sur cet aspect politique-là? Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, absolument. Pensez-vous à un changement? Absolument, moi j'y crois. Moi je pense qu'on prend la chose, le problème... Très franchement, on prend la chose du mauvais bout. D'accord. Et c'est très simple. C'est-à-dire que dans les grandes démocraties, dans certains pays, notamment la France, qui est plus ou moins notre référence à la matière, il y a par exemple la sanction de la loi. Les lois sont appliquées. Vous ne verrez pas, par exemple, un homme politique déraper à des dérives, par exemple, antisémitiques, ou bien des propos racistes. On a vu ici Marine Le Pen, on a vu son père et elle-même, Marine Le Pen, en tout cas être condamnée par la justice pour des propos racistes, pour des propos qui frôlent un peu l'antisémitisme. C'est-à-dire, c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ici, le remède à ce problème, sinon l'un des grands remèdes à ce problème, c'est d'abord la sanction de la loi. Les lois sont votées. Il y a des lois, il y a la loi ici contre le tribalisme, la loi contre le racisme et la loi contre, qu'on appelle l'incitation à la révolte, qui existe. Mais est-ce que combien de fois cette loi est appliquée? Qui éduque nos hommes politiques? C'est ça. Qui parle d'éducation parle aussi de l'exercice et de l'application des lois. Une fois que les lois sont appliquées, vous verrez que l'espace politique sera plus discipliné. Moi, j'y crois fermement, mais je dis, il ne faut pas seulement indexer les médias. Mais il faut qu'on commence d'abord à éduquer nos hommes politiques. Et cela passe nécessairement par l'application de nos lois que nous avons votées. Félix Boni, vous pensez la même chose? Vous avez souri? Je ne pense pas la même chose. Je ne crois pas du tout à... je pense que c'est quand même assez utopique de vouloir penser qu'on peut changer la classe politique. Surtout que cette classe politique que je trouve virulente est en train d'accoucher d'une nouvelle classe politique tout aussi virulente qui va relayer la vieille classe qui est en train de passer. J'avoue que vous nous faites peur ce soir. Je ne crois pas à ce que vous dites, docteur. C'est-à-dire que quand vous parlez d'immaturité politique, ça dépend des lunettes que chacun de nous porte. Là où vous trouverez que l'homme politique est immature, derrière lui, il a un peuple qui trouve qu'il est le plus mature que l'autre que vous voyez en face. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. On est trempé dans une histoire qui nous colle à la peau depuis au moins une trentaine d'années. L'histoire de... On n'a pas encore réussi à nous affranchir de nos pesanteurs tribales pour pouvoir rentrer dans une véritable nation, une nation dans laquelle on pensera véritablement à un homme politique, on le suivra pour son programme, mais non pas pour son argent, sa posture régionale, tribale et tous ces éléments. Tout ça, ça nous colle à la peau. Et donc, quand vous parlez d'éduquer la masse politique, je pense que c'est la masse même, la population ivoirienne même, a besoin d'être éduquée. Mais je pense que ce rôle-là, c'est nous, la presse. C'est nous qui devons jouer ce rôle-là. Éduquer la masse politique, c'est nous. Moi, il m'est arrivé parfois de recevoir un discours politique d'un homme politique, et puis je l'appelle pour dire, monsieur le président de tel parti, votre discours, il y a tel élément dedans, je ne peux pas le passer. Et je lui ai retourné son discours. Il m'est arrivé une fois d'enlever un mot dans le discours d'un leader politique qui m'en a voulu pour dire, je ne parle plus dans ton support. Je lui dis, tant mieux. Mais si c'est pour m'envoyer ça pour que je le publie, je ne le publierai pas. Si tous autant que nous sommes, nous le faisons, et si nous agissons ainsi, nous allons éduquer cette masse politique. Parce que quand il parle en vase clos, c'est dans nos médias que ces propos-là deviennent publics. Donc il faudra qu'on ait le courage de sanctionner. Mais comment des médias, nous-mêmes, qui sommes stratifiés derrière ces acteurs politiques, allons-nous avoir cette responsabilité de censeur
pour qu'on puisse éduquer cette masse. C'est là le problème. Et là aussi, il y a une tare congénitale, c'est la naissance, le pluralisme de presse en Côte d'Ivoire qui est greffé également aussi au pluralisme politique en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il y a un problème. Je pense qu'on va aborder ça peut-être dans un autre aspect. Ça ne devrait pas être mauvais en principe. Je pense que le fait que les médias ivoiriens, la plupart des médias ivoiriens ont été créés au départ par des acteurs politiques, font qu'on peut, sinon on peut aller faire un reportage, on arrive, on fera tous les mêmes comptes rendus, mais dans nos commentaires, on fera des commentaires différents. Mais vous verrez que quand on va arriver, même les comptes rendus sont différents. Très bien. On arrivera à vous tout à l'heure, Jean-Claude Coulibaly. Maintenant que nous avons fait le constat ensemble, voyons si les médias ont autre alternative. Les personnes que nous avons approchées ont leur idée sur la question. On semble accuser les médias. C'est des propos recueillis par Sita Soro-Nyanignan. À partir du moment où ce sont les journalistes qui passent les informations, ça arrive donc à atteindre un grand public en même temps. Donc le message qui passe, les gens n'ont pas toujours le temps d'analyser, de porter un regard critique sur l'information. De ce fait-là, certains arrivent à prendre ces informations au premier degré, des informations tirées, imprimées, sans regard critique, sans faire attention aux mots utilisés, aux expressions. Ça poussait plus d'un à réagir de façon négative dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Oui, les journalistes, comme les autres citoyens, ont une part de responsabilité dans les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Les médias rapportent des faits. Et si les faits ne sont pas à un certain niveau, naturellement, les médias ne font que rapporter ces faits-là. Alors, si des gens tiennent des propos qui sont des propos haineux, ce sont des faits. Les médias ne font que rapporter ces faits. Par contre, ce qu'on peut reprocher aux médias et pointer du doigt leur responsabilité dans les crises, c'est le fait de ne pas aller souvent à la source. Le fait de ne pas chercher la conformité de ce qui est dit avec la vérité. Si les médias sont professionnels, c'est-à-dire respectent leur propre déontologie, respectent les faits, je ne parle pas d'autocensure, je parle justement de respecter les faits et de tenir compte de l'environnement social dans la diffusion d'un certain nombre d'informations. Je pense que les médias auraient joué leur rôle dans la promotion de la paix. En Côte d'Ivoire, le traitement salarial des journalistes n'est pas du tout bon. Un homme qui n'est pas bien payé ou qui n'est pas du tout payé, il est à la merci de tout le monde. Tous ceux qui ont les moyens peuvent venir lui utiliser cet homme-là et à des fins qu'ils veulent. En 2015, avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire, avec la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, pour la sécurité de la presse privée, la convention collective en est des journalistes professionnels et des professionnels de la communication a commencé à être appliquée. Malheureusement, on a constaté que dans les entreprises de presse aujourd'hui, certains patrons, et la plupart des patrons d'ailleurs, n'appliquent pas la convention. Pour ceux qui appliquent la convention, les salaires ne sont pas payés, ils sont payés en retard. Imaginez-vous un journaliste de ce genre. On aura beau lui enseigner le cours de déontologie, l'éthique du journaliste, mais il ne peut pas l'appliquer à ce qu'il a fait. Alors, je commence par vous, Madame Nadia Nata. Regardez bien tout ce qui a été dit. On est tous d'accord que les médias doivent peut-être changer certaines choses, mais les médias luttent pour leur survie au plan économique, au plan financier. Ils sont tenus par des personnes. On ne peut pas dire non à ces personnes, aux propriétaires de ces médias. Ce n'est pas votre avis? Vous n'êtes pas d'accord? La profession de journaliste entraîne un certain nombre de responsabilités. Donc, en optant pour cette profession, c'est qu'on adhère, on épouse les principes liés à cette responsabilité. C'est pour ça qu'on s'est doté d'un code de déontologie qui fixe le cadre, il y a une loi. Donc, vous ne pouvez pas juste, parce que vous avez des problèmes économiques, vous soustraire de vos responsabilités au même moment. Ça pose le problème du business model de nos entreprises de presse. En ce sens que, affiliés ou non à un parti politique, si c'est des médias, tout à l'heure on l'a vu lors du JT de 20h, si c'est la presse écrite qui n'arrive pas à vendre, mais il faut pouvoir payer les salaires. L'information a un coût, il faut aller la chercher. On demande à ce que l'information soit équilibrée, donc il faut aller chercher l'information de part et d'autre pour donner cette information. Ça a un coût financier. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de co-responsabilité, j'ai cité le secteur privé. On ne parle pas souvent du secteur privé, mais je pense que c'est des investissements
qui peuvent avoir lieu pour permettre une certaine indépendance de la presse. Mais au même moment, s'il y a éthique, déontologie et professionnalisme dans le traitement de l'information, s'il y a des dossiers qui sont traités, la santé, l'éducation, le foncier, ces sujets qui touchent le cœur de la vie quotidienne et des préoccupations des citoyens, ça va attirer l'attention et l'intérêt des consommateurs. Donc il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Et aussi, pauvreté ne veut pas dire remise en cause de son intégrité. Et dans ce sens, je veux dire que ce n'est pas ceux qui sont le mieux payés qui sont les plus intègres. La corruption n'est pas seulement au niveau des plus pauvres. On a vu et on voit à travers le monde que les plus corrompus ne sont pas forcément les plus pauvres. Pour revenir à la presse véritablement, est-ce que vous pensez qu'un journaliste d'un organe de la place pourrait dire non au patron de ce journal? S'il estime... Il y a d'abord cela. Quand j'ai un journal, je veux qu'on écrive ce que je pense. Il y a, comme on l'a dit, c'est le traitement de l'information. C'est le professionnalisme dans le traitement. Effectivement, nous parlons exactement de la même chose, de la ligne éditoriale même du journal. Lorsque cela est fixé très clairement, voilà, on connaît le patriote, on connaît notre voix. Est-ce que vous pensez, pour dire très clairement, avec une image, est-ce que vous pensez que l'on peut penser FPI est écrit dans le patriote et l'on peut penser RDR est écrit dans notre voix? Ce que je pense, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne éditoriale d'un organe de presse, il ne faut pas y être. Comme on l'a dit, il y a une responsabilité de l'organe, des responsables de l'organe, mais il y a la responsabilité individuelle du journaliste également. Et c'est dit. Quand un journaliste, si vous lisez le code de déontologie, c'est dit très clairement. Quand un journaliste ne se sent plus à l'aise parce qu'il estime qu'il y a des menaces à la sécurité ou à la paix nationale, il a en droit de ne pas relayer cette information, de ne pas suivre cet ordre-là. Donc il y a des lois. Ça revient à la faiblesse de nos institutions. Il y a des clauses de conscience et tout ça, on peut le dire. À la faiblesse de nos institutions. Mais est-ce qu'on ne minimise pas véritablement les contingences matérielles, les contingences économiques des journalistes lorsqu'on regarde seulement l'aspect déontologique, l'aspect éthique? Elles existent. Nous le reconnaissons. Et nous ne pouvons pas nous en y soustraire. Mais au même moment, nous parlons de quoi? De la paix dans un pays, de la stabilité du pays. Nous parlons de la cohésion nationale. Nous parlons du fait que nous ne voulons pas revenir à la crise. Nous parlons du fait qu'il y a un devoir de mémoire et de s'assurer que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et nous parlons du fait qu'il y a une responsabilité collective. Parce que si vous voyez qu'il y a eu une crise et qu'aucun des acteurs ne veut assumer la responsabilité, ça pose problème. Donc chacun doit jouer son rôle. À partir du moment où vous voyez que votre rôle met en danger la sécurité du pays et est un trouble à l'ordre du pays, vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, je suis sûre que vous le savez, rester professionnel en faisant votre métier. Je fais totalement un constat. Geoffroy Okwao, la même question pour vous. Est-ce que le journaliste aujourd'hui n'est pas celui qui est tenu par les finances, par la bourse? Oui, vous savez que c'est Karl Marx qui écrivait que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Et la presse vit actuellement une situation économique, voire financière, exécrable. Ceci pouvant expliquer cela, mais ceci ne peut pas justifier cela. Nuance. Nuance. Le journaliste doit d'abord se poser la question inaugurale. Qui suis-je? Quelle est ma place dans la République? Quelle est ma place dans la construction de notre démocratie? Je rappelle à toutes fins utiles, afin que l'une n'en ignore, que la démocratie repose sur 3 piliers. La classe politique, la presse et la société civile. La presse formate l'opinion. La presse, son rôle, c'est de consolider la démocratie. Certes, les conditions matérielles des journalistes sont à déplorer. Il serait heureux de chercher à les corriger, mais ça ne saurait les dédouaner. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être amoral, voire immoral. Vous comprenez? Vous parlez de ligne éditoriale
Vous parlez du fait que les partis politiques tiennent les industries de presse, mais c'est le cas partout dans le monde. Tous les journaux au monde ont une obédience idéologique. Tout le monde sait que le journal Le Monde en France est d'obédience socialiste, voire communiste. Tout le monde sait que le Figaro, c'est la droite. L'Humanité, c'est le Parti communiste. Mais attention, lorsque vous voyez les journalistes agir là-bas, c'est avec professionnalisme. N'oubliez pas que ce sont les journaux de gauche, principalement Mediapart d'Edwy Plenel, qui ont mis à nu les actes impolitiques de la gouvernance de M. François Hollande. C'est le journal Le Monde, journal de gauche, qui a révélé l'affaire du Wambo Warrior sous la présidence de François Mitterrand. Il y a donc une certaine responsabilité. Je pense que ça dépend des individus. Je pense que ça ne dépend pas totalement des individus parce qu'il faut le dire de façon nette. Vous avez donné de beaux exemples, mais en France, les journalistes ne sont pas payés avec des bons d'essence. C'est une réalité qu'il faut dire. C'est pourquoi je dis qu'ils sont tenus par les bourses. Oui, c'est un constat qui est juste. On ne peut pas l'éluder. Mais il y a quand même des journalistes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Je vais citer par exemple M. Assalé Tiboko, le patron de l'éléphant déchaîné, qui fait un travail remarquable, dans les mêmes conditions que tout le monde. Je vais vous donner un exemple de l'intégrité des journalistes et de leur responsabilité. Nous sommes sous la gouvernance du régime précédent. Le journal pro-gouvernemental Fraternité Matin est tenu par M. Honoré de Yedan. M. Venance Konan écrivait des éditoriaux, n'est-ce pas, qui allaient dans le sens de la gouvernance du pouvoir. Le président de la République d'alors a convoqué M. Venance Konan pour l'entendre. M. Honoré de Yedan s'est opposé, il a dit non, c'est moi le directeur. C'est moi qui réponds de mes journalistes. Il allait voir le président et il a éclairé la lanterne du président sur la ligne éditoriale du journal pro-gouvernemental. Et le président, évidemment, l'a écouté, certainement qu'il n'avait pas d'autres informations. Et il a dit, OK, j'ai compris maintenant, allez-y, écrivez comme vous devez écrire selon votre ligne éditoriale. Donc c'est une question de personnalité, c'est une question de volonté de participer à la construction de la démocratie. Vous le dites, c'est très bien. Parce que, vous avez cité de grands journalistes pour qui j'ai beaucoup de respect, mais j'ai en même temps envie de vous dire, sans trop tirer sur la corde, que après, vous, société civile, est-ce que vous vous posez la question de savoir de quoi il vit M. Tan, M. X? C'est une réalité. Oui. Et j'ai vraiment pas envie qu'on laisse cela en second plan, qu'on relègue cela en second plan. Vous avez totalement raison. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, même si cela est insuffisant. Regardez, je pense qu'il y a un fonds de soutien à la presse. Peut-être qu'il n'est pas suffisant, il faut chercher à l'améliorer. Les tests existent déjà, mais est-ce que les patrons de presse eux-mêmes respectent par exemple le CIMIG, respectent par exemple les barres fixées au niveau financier? Mais tout ceci ne peut pas justifier cela. Quel est mon rôle dans la société? Qui suis-je? Voyez, dès lors qu'on sait qui on est, on peut dépasser les contingences financières. Parce que, ouais, le drame de la question financière, c'est que même le voleur peut justifier son acte. Je suis allé voler parce que j'ai faim, parce que je n'ai pas d'argent. C'est trop facile. Les journalistes doivent faire preuve de responsabilité. Et contrairement à une opinion admise, il y a une presse qui fait un effort en Côte d'Ivoire d'être d'abord indépendante et d'être dans une certaine objectivité, même si, je le sais, les hommes politiques ne suivent pas. Le problème, en fait, ne le cachons pas, ce sont les hommes politiques. Oui, c'est une émission où on ne cache rien du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé. Nous n'avons aucune crainte à ce niveau. Jean-Claude Coulibaly, les médias survivent. C'est cela le problème? Oui, les médias survivent. Je dirais même que c'est difficile ces temps-ci, parce que dans le contexte actuel, il faut avouer avec la concurrence que nous font les réseaux sociaux, c'est carrément en tout cas la clé sur le paillasson. Bon, on essaie de tenir quand même. Il y a 10 ans, si vous vendiez 100 000 journaux, aujourd'hui vous en vendez 25 000. C'est quand même carrément le cas, oui. Mais je pense que la presse ivoirienne est en train de faire ça mieux à ce niveau. Je pense que les choses vont aller. Mais j'ai beaucoup écouté les uns et les autres, Mme Nata et puis M. Kouao.
Je pense que souvent on a tendance à faire certains amalgames. Il faut faire attention. Partout dans le monde entier, il y a toujours une presse partisane. Il y a toujours une presse partisane. Ça, la Côte d'Ivoire n'a rien inventé à ce niveau. Mais c'est comment traiter l'information. C'est ça qui importe. Dans quel cadre le journaliste évolue. La ligne éditoriale elle-même n'est pas mauvaise. C'est comme un cahier de charges quand on donne à une entreprise ou bien c'est pas à une société. On te dit, bon voilà, tu crées ta société, mais voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Si tu es d'accord, allez, on y va. Mais si tu n'es pas d'accord, ben là, tu n'es pas obligé de mettre en place ta société. C'est un peu ça la ligne éditoriale dans un journal. Mais ce n'est pas mauvais. La ligne éditoriale, elle est partisane. Elle a pour objectif vraiment de défendre certains intérêts, certaines considérations qui sont partisanes, qu'on sait, qu'on devine aisément. Mais ça n'empêche pas... Vous avez dit. Oui, qu'on devine aisément. C'est-à-dire que si on défend les intérêts, par exemple, d'un groupement politique, mais cela n'empêche pas à un journaliste professionnel de faire son travail. Hein. Ça ne l'empêche pas. C'est-à-dire qu'on lui dit... C'est vraiment possible. Oui, c'est possible. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. On te le dit. Mais est-ce que cette ligne rouge-là t'empêche de faire ton Justement, c'est sûr, cette ligne... Non, ça ne t'empêche pas. Oui. Moi, je donne mon exemple. Oui. Moi, je donne mon exemple. Je donne toujours mon expérience. Moi, je suis le chef de service politique du journal Le Patriote. Mais il y a des écrits que j'ai refusés. Il y a des écrits que j'ai refusés. Il y a des interviews. J'ai regardé, j'ai repiqué. Et j'ai vu certains propos. J'ai appelé l'interviewé pour lui dire, ça, si ça passe dans le journal demain, tu es cuit. Parce que ce n'est pas bon du tout pour toi. Et j'ai expliqué. Et ensemble, il s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas bon. Oui, je comprends cet exemple, mais est-ce que très souvent... j'entends... Nous sommes dans... N'oubliez pas que la société ivoirienne est très polarisée. C'est-à-dire on entretient ce qu'on appelle une sorte de vision manichéenne, où chacun, en tout cas, sait dans quel camp il se trouve. Mais ça n'empêche pas des journalistes professionnels comme nous de faire notre travail. Quand on me demande d'aller au-delà de mes limites, au-delà vraiment de ce que moi, mon métier demande, je dis non. Il y a quelqu'un qui a parlé ici de personnalité, mais en fait, c'est ça. Personnalité, il faut dire non. Jean-Claude Coulibaly, disons-le clairement, c'est vrai qu'il y a des résistants comme vous, entre guillemets, mais tout de même, vous avez entendu dans plusieurs journaux où certaines personnes ont eu à dire, vous écrivez mal, je vous dégage. Vraiment, j'utilise l'expression. Oui, mais ça, c'est normal. Cela a été dit. Et vous savez, combien de journalistes ont été mis dehors tout simplement parce qu'ils n'ont pas dit ce que les gens... enfin, ils n'ont pas utilisé le bon ton politique. Non. Quand vous le dites ainsi, c'est quelque chose que... Moi, je pense que c'est résiduel. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Ce n'est pas comme si, par exemple, dans les journaux qui sont peut-être arrimés aux partis politiques, il y a un gendarme derrière les journalistes pour leur dire... Je vous assure que je continue de le penser et je suis sûr que certaines personnes le pensent aussi. Non, pas du tout. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y a la ligne éditoriale. Vous ne demanderez pas, par exemple, à un journaliste du Patriote de défendre, par exemple, une personnalité de l'opposition. Peut-être qu'il y a des opinions vraiment très tranchées contre le pouvoir en place. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Mais lui, dans son traitement, il est professionnel. Il tient compte, par exemple, de ce qu'on appelle de l'équilibre de l'information. Il tient compte de certains aspects que lui dicte le code de déontologie et de l'éthique. Je vous assure que j'ai du mal à voir cela parce que... Ce que vous demandez parfois, et c'est ça, je dis, il y a certains amalgames, c'est qu'il y a certaines personnes qui voudraient que, par exemple, on défende les intérêts, le patriote défend les intérêts d'un autre camp, qui ne peut pas défendre. C'est la même chose, tu demanderas à un journaliste de notre voix de défendre les intérêts, par exemple, d'un autre camp. Ce n'est pas possible. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire aussi. C'est le cahier des charges de l'entreprise. Si tu n'es pas d'accord, tu n'écris pas. Si tu n'es pas d'accord, tu rends ta démission. Mais tant que tu y es, sache que véritablement, c'est ce que tu vas faire. Mais ça ne t'empêche pas d'être honnête. Ça ne t'empêche pas d'être professionnel. Ça ne t'empêche pas de respecter vraiment tout le monde se les règles du métier. Cela. C'est ce que je vais dire. Oui, mais je vous comprends parfaitement, Jean-Claude Coulibaly. Donc il faut faire la part des choses, c'est ce que je dis. Entre cette communication, cette information et cette communication que vous êtes en train de décrire, la frontière est vraiment poreuse entre les deux. Il y a un amalgame, il y a un mélange de genres. Non, la chose, là, je vais dire que la frontière est poreuse pour celui, par exemple, qui se trompe d'information. Celui qui se trompe de support. Si, par exemple, tu vas chercher certaines informations dans un journal qui est arrimé à une certaine coloration politique, mais tu seras déçu. Mais si, par exemple, tu cherches une certaine façon de traiter l'information,
de façon professionnelle, il n'y a pas de souci. Il y a des comptes rendus qui se font dans le Patriote, c'est un journal d'information générale. Il y a des comptes rendus qui se font tous les jours. Demandez aux gens, aux acteurs de la société civile. Mais ils ont leurs comptes rendus tous les jours dans le Patriote. Ils ont l'information tous les jours dans le Patriote. Mais il y a des analyses, il y a des commentaires. Et là, ne demandez pas, par exemple, à, je ne sais pas, le Patriote, par exemple, d'encenser certaines personnalités de l'opposition qui ont peut-être hier tenu un discours vraiment qui est carrément anachronique ou bien qui est, je dirais, attentatoire. Parfois, ça existe. Vous voulez qu'on défende cela comment? Moi, j'ai dit, c'est pourquoi je reviens un peu sur la responsabilité aussi des hommes politiques. Je reviens là-dessus parce que nous savons ce que le pays a vécu à cause de certains discours. Je ne citerai pas ici certains discours, mais je parle par exemple de l'ivoirité. On connaît le mal que ce discours-là a fait à la Côte d'Ivoire. Mais on est étonné qu'il y a des gens qui s'amusent encore à cela dans ce pays. Et en toute impunité. J'ai bien envie de dire que le regard est tourné vers les hommes politiques. Et c'est là le débat. Et c'est pourquoi je dis il faut éduquer notre classe politique. Et cette éducation passe par l'application de nos lois. L'ivoirité, on sait ce que c'est. Mais il faut les lois contre l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, les lois contre le tribalisme, la loi contre le racisme. Savez, tout cela doit être, qu'on appelle ça, appliqué. Et c'est pourquoi je dis, si on n'applique pas cela, ce qui va nous arriver demain sera plus grave que ce que nous avons vécu. Vous avez été entendu, même si nous souhaitons que cela n'arrive pas. Alors, Félix Boni, les médias, quand on regarde véritablement, on a l'impression que les médias, ce sont des mouvements satellitaires des partis politiques. Est-ce qu'un jour, vous pourriez arriver à faire le deuil de cet arrimage-là entre politique et médias? Vous, journalistes. Évidemment, on pourra y arriver. Bien avant, quand on me parle d'éduquer la masse politique, je me demande bien qui est l'éducateur qui va bien éduquer la masse politique. Mais parce que je crois qu'il a dit en précisant que... Les lois sont votées à l'Assemblée nationale et c'est eux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale. Tantôt c'est elle qui a la majorité, tantôt c'est l'autre qui a la majorité. Chacun, parfois, peut tailler les lois selon son bon vouloir. Donc, je ne sais pas qui vraiment est cet éducateur. Si ça ne peut être nous-mêmes, les acteurs de la presse, il faut qu'on apprenne d'abord à commencer à censurer les acteurs politiques sur certains discours pour les amener. Parce que si nous n'amplifions pas leurs discours, ces discours restent en vase clos face à leurs militants quand ils ont fini de parler. Je prends un exemple très simple. À Daoukro, quand le président Bédié il parle à Daoukro à l'hôtel de la paix face à ses militants là-bas, s'il n'y a pas de médias pour relayer ce discours, on n'entendra jamais le mot adultéré nulle part. Ça restera dans donc, j'aurais souhaité que vous n'abordiez pas la question sur le plateau parce que véritablement, je n'ai pas les éléments de façon pertinente pour vous répondre. C'est juste un exemple que je prends. Oui, non, je comprends totalement. Ça pourrait être l'exemple aussi au stade du Fort-Boigny si nous ne sommes pas là-bas pour relayer d'autres propos. Ça ne va ces deux exemples, ils auraient été les deux camps représentés. J'aurais été très à l'aise de vous laisser répondre. Maintenant, pour répondre à votre question, vous avez pris beaucoup de temps sur... Est-ce qu'on pourra s'affranchir un jour de oui, cet arrimage entre médias et politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez casser cela? Je pense qu'on pourra casser cela un jour quand on va sortir... Mais on ne vous voit pas sur ce chemin, vous, médias. Oui, mais on va... Vous venez de le dire vous-même tout à l'heure en donnant deux exemples. Je viens de vous dire tantôt que nous avons passé 26 ans de crise depuis la mort de Fort-Boigny. Et donc, la société ivoirienne est elle-même une société qui est en pleine crise. Et donc, du coup, les médias sont bipolarisés sur tous les acteurs de crise qui, chacun tire la chose de son côté. Et je pense que quand on sortira un moment de la crise, moi, je vais vous dire une chose. Et je ne vais pas avoir de langue de bois sur ce plateau pour le dire. Quand on aura fini avec une certaine classe politique qui nous a englués dans des crises depuis des décennies et qu'on passera à une autre classe politique qui aura compris qu'on forme une nation, qu'on n'a plus besoin de se regarder d'où viens-tu, qui es-tu, je pense que les médias vont suivre. Et on va désormais se décrocher de cette classe politique pour davantage des médias peut-être d'investigation comme les autres le sont ailleurs. Mais tant qu'on aura une société politisée comme nous le sommes actuellement, je pense qu'on va toujours rester arrimé. Je vous donne un exemple très simple également. L'État de Côte d'Ivoire nous envoie en formation à Lille. Lorsque nous arrivons, chacun de nous est parti à ses journaux. Moi, je suis parti à tous les journaux. Et quand le premier jour de cours, lorsqu'on dépose tous les journaux sur la table, le premier formateur qui arrive, quand il regarde tous les journaux, il dit « Mais tous vos journaux se ressemblent. » On a l'impression qu'ils appartiennent au même propriétaire. Parce qu'on avait presque les titres identiques. Tous les journaux sont politisés. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une société politisée. Quand on va arriver demain à une société qui bouge véritablement le train du développement, nous allons être des médias qui ne seront plus arrimés à la politique. Mais au passage, je voudrais souligner une chose. Quand on parle, je pose l'idée du docteur Kouao, quand il parle de... Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on va
se comporter comme n'importe comment dans les actes. Le journalisme, c'est un métier, c'est un sacerdoce. Et parfois, moi, je rencontre des jeunes, je leur dis, si vous voulez venir au journalisme, ne pensez pas que vous venez pour faire fortune. Vous venez pour servir votre génération. Mais ne venez pas que vous venez parce que vous avez besoin d'argent. Ici, il n'y a pas d'argent. C'est un métier, c'est un sacerdoce. Je vous assure que toutes les corporations disent cela. Mais non, oui. soyons réalistes. Il faut leur dire, toutes les corporations totalement disent cela. Mais pour le journaliste, tout le monde se présente. Le journaliste se lève davantage sous nos cieux. Il n'y a pas d'argent dans le journalisme. Bon, tout le monde connaît la convention collective de la presse en Côte d'Ivoire. Nos familles connaissent tous la convention collective en Côte d'Ivoire. Quand vous y venez, avec vos diplômes, il faut vous dire que vous ne venez pas pour vous faire de l'argent, vous venez pour être pauvre, mais pour servir. Et donc, l'argent, on parlait tantôt de l'argent des partis politiques, on dit la main qui donne parfois contrôle celle qui reçoit. Donc, si des journaux sont dans des partis politiques, qui les payent décemment, je pense que ces journalistes, vous ne pouvez pas leur demander d'avoir une certaine éthique que l'éthique que le politique leur impose. Je salue le courage de Jean-Claude Coulibaly. Combien de personnes ont le courage de Jean-Claude Coulibaly dans nos métiers, dans nos journaux? Et je le dis encore, je répète, nous avions participé à une réunion il y a 2 semaines à l'ANP. Nous avions attrapé nos têtes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup d'acteurs, beaucoup de brebis galeuses dans notre corporation. Mais il y a quand même de bons journalistes. Il ne faudrait pas jeter la pierre à tout le monde. Oui, c'est sûr qu'il y a de très bons journalistes et beaucoup à la RTI d'ailleurs. Alors, Madame Nata, la vérité c'est quoi? C'est que les consommateurs de l'information, véritablement, veulent cela. C'est des informations politiques que tout le monde demande. Les journaux se sentent obligés de donner ces informations-là pour pouvoir vendre. C'est une réalité, une autre réalité qu'on ne doit pas ignorer. Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle société, on parle éducation, ça n'intéresse personne. Mais lorsque vous donnez un titre politique, vous vendez. Bon. J'estime que l'appétit vient en mangeant. En ce sens que même si c'est principalement l'information politique qui intéresse la majorité des consommateurs, on ne peut pas dire que vous allez parler à un Ivoirien de son quotidien et que ça ne va pas l'intéresser. Les débats, il faut qu'on donne l'espace aux débats citoyens. Je crois que les citoyens aussi peuvent s'exprimer sur leurs attentes. Et c'est ça qui va aussi permettre aux politiques de se corriger en termes de formulation de projets, de programmes de société. C'est-à-dire que chacun, d'une manière ou d'une autre, influence l'autre et impacte sur l'autre. Si on voit qu'on va dans une seule direction, tout le monde va suivre. Mais vous avez vu que de plus en plus, on dit qu'il y a des médias en ligne. Pourquoi il y a des médias en ligne? C'est peut-être parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette façon de faire des médias dits traditionnels. Et que beaucoup aujourd'hui, l'information se paie. Se paie par ceux qui veulent un certain niveau d'information, un certain professionnalisme. Parce qu'il y a la redevabilité, il y a la crédibilité du média. Il y a aussi les données que vous utilisez, les sources d'information. Donc tout ça doit se bâtir. Et à partir de ce moment, il y a une offre au niveau des médias. On peut tenter d'évoluer. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de nouveaux médias en ligne, au-delà de ceux qui vont dans le sens de ce qui se fait actuellement, qui essaient de proposer autre chose, qui sont difficiles à être identifiés à un courant politique donné. C'est des analystes qui se reconnaissent analystes politiques et qui font des analyses qui sont tout à fait intéressantes à lire. Donc je crois qu'on peut progresser, mais chacun doit éduquer l'autre. La responsabilité, une fois de plus, comme je le dis, depuis le départ, elle est partagée. Tout le monde doit changer au même moment. Je ne pense pas que les politiques, qu'on dit qu'il faut éduquer les politiques, je ne pense pas qu'ils le font parce qu'ils ne comprennent pas le jeu politique. Ils sont spécialistes du jeu politique. Je ne pense pas que les médias, comme vous le disiez tantôt, font ce genre de choses par manque de professionnalisme. Comme vous le disiez tantôt, c'est parce qu'ils appartiennent à des obédiences politiques où ils n'ont pas le choix, parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas se retrouver au chômage, qu'ils sont obligés de suivre. Et voilà. Il y en a qui dépassent les bornes. Parce qu'au-delà de ce que M. Coulibaly disait, en ce sens que il y a le professionnalisme dans le traitement de l'information, mais vous avez une ligne éditoriale. Il y en a qui se permettent des commentaires. Il y en a qui se substituent aux politiques en venant faire des commentaires. Ce n'est pas le rôle du média de se substituer aux politiques et de vouloir répondre à un camp ou à un autre camp ou à faire des commentaires. On parle de l'analyse à la rigueur, mais pas des commentaires. L'opinion personnelle, non. Une fois que tu franchis la ligne, le pas, la porte de ton organe de presse, normalement, c'est le professionnalisme qui prend le pas. Tu peux retourner après dans ton
cercle politique pour donner tes opinions politiques. Il faut séparer les choses. Et je crois que c'est chacun qui doit travailler sur l'autre. La société civile a un rôle à jouer, les citoyens ont un rôle à jouer, les médias ont un rôle à jouer, les politiques ont un rôle à jouer et le secteur privé a un rôle à jouer. Justement, c'est sur cette question que je vais vous interpeller, Geoffroy Kouao. La société civile, on a une société civile qui est, j'ai envie de dire, totalement politisée de façon générale. Et la presse, c'est cette société civile qui demande, c'est ce qu'elle demande que la presse lui donne. Elle ne veut que du politique en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ce que... D'abord, ce n'est pas mauvais que la population veuille consommer de la politique. C'est une bonne chose d'ailleurs pour la démocratie. Il appartient à la presse de lui fournir un bon produit politique. C'est-à-dire, par exemple, relativement à l'actualité, au lieu de rapporter à la une de nos journaux les injures, les attaques, les invectives de nos hommes politiques, les journalistes devraient par exemple inviter les principaux leaders politiques, bavards en injures et stériles en idées politiques, en offres politiques, pour les appeler, par exemple, vous leur dites, bon, monsieur, vous êtes le président de tel parti, produisez-nous une opinion, un travail de 2 ou 3 pages sur la crise à l'école ivoirienne et vos tentatives de solution. Ou bien, vous dites, bon, madame, vous êtes la présidente de tel parti, monsieur, vous êtes le président de tel parti, relativement à la crise ivoirienne, relativement au réchauffement climatique, relativement au dysfonctionnement structurel de notre système de santé, venez dans un débat public contradictoire. Et c'est là le rôle de la presse. La presse peut, n'est-ce pas, changer l'offre politique en changeant le contenu de ses émissions et de ses écrits. Vous voyez que, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu les principaux partis leaders politiques dont on parle tant dans un débat comme celui que nous avons aujourd'hui. Mais le jour où vous allez voir que vous aurez ces principaux leaders que vous connaissez, que je ne nommerai pas, assis autour de cette table, dans cette émission, le débat, et venir de façon fréquente, dire aux Ivoiriens ce qu'ils savent, c'est que leurs projets de société, ils vont changer. Parce que non seulement les Ivoiriens verront totalement leurs limites, mais en même temps, ils pourront les sanctionner par le bien du suffrage. Donc j'invite la presse à le faire. Mais en même temps, il faudrait aussi que la société civile soit courageuse pour décrier, n'est-ce pas, ces attitudes. Quand je parle de la société civile, je vais parler surtout des intellectuels. Voici une classe importante de la société ivoirienne qui est totalement atone. Il faut que les intellectuels réagissent, interpellent les politiques, mais surtout la presse. Vous pouvez faire changer les hommes politiques. Amenez-les. Monsieur Fofana, c'est une invite que je vous fais. Oui. La prochaine émission, vous les connaissez. Tous ceux qui affirment être les présidents du parti. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous. S'ils ne viennent pas, non, attendez, j'arrive. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous invitez tel président du parti. N'invitez pas les lieutenants. N'invitez pas les chefs de cabinet, les petits partis. Non. Tous ceux qui prétendent être des grands leaders, ceux qu'on appelle les grands leaders, à part le président de la République, parce qu'il est l'incarnation de l'unité nationale. Donc, il ne peut pas s'inviter à un débat public contradictoire. Seulement, lorsqu'il finit de parler, dès qu'il finit de parler, on donne la parole aux opposants pour contredire ce qu'il a dit. Mais à part lui, tout le reste, invitez-les souvent. S'ils ne viennent pas, dites aux Ivoiriens que j'ai invité tel ministre, tel président du parti, tel chose, par rapport à une telle situation, il ne veut pas venir. Les Ivoiriens tireront les conséquences. Oui, votre proposition est très intéressante, mais je vous assure qu'on vous fera, après cette émission, on vous fera la preuve des invitations qui sont restées sans réponse. Merci. Même avant que vous n'arriviez ici, il a fallu que 3 ou 4 invités refusent déjà d'être sur ce plateau aussi. Et déjà, pour la semaine prochaine, certains ont encore refusé. Et voilà, c'est l'exercice que nous faisons tous les jours. Nous invitons tous les jours. Excusez-moi de dire, les Ivoiriens parlent beaucoup plus chez eux. Bon, nous allons continuer et puis on verra. Voilà. Alors, que pensent les populations que l'on doit faire? Quel code de conduite doit-on adopter? Ou encore, toutes ces questions, vous savez, on a approché certaines personnes qui nous disent, c'est la ligne éditoriale qui s'impose aux journalistes, au micro de Astou Touré. Tous les médias ne sont pas obligés de regarder dans la même direction. Un journal, une télé, une radio a toujours une ligne. Même les médias publics ont des cahiers de charges qui définissent leur orientation, l'orientation du traitement et l'information qu'ils doivent faire. Donc de la même façon,
tous les médias, organes de presse, organes de presse en ligne, télé ou la chose, ont une orientation donnée. Donc ça, c'est propre à la profession même du journalisme. Donc il ne faut pas que la population voit ça forcément d'un mauvais œil. Maintenant, qu'est-ce qui est demandé aux médias? C'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme. C'est-à-dire que le respect des faits et le commentaire est libre. Ça, ça fait partie intégrante de la profession de journaliste. Donc il faut que les populations arrêtent de croire que tous les médias doivent dire toujours, mais tous la même chose, même une seule fois. Non, c'est pas possible. C'est aussi, ça va même contre la pluralité, parce que les médias sont là pour exprimer, pour rapporter les différentes opinions qu'il peut y avoir dans le pays. Donc s'ils disent la même chose, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est contre la pluralité. Mais la communication, la diffusion de l'information doit se faire dans le respect des règles de notre profession. Et là-dessus, je le dis une fois de plus, il y a une avancée notable qui est reconnue même par les plus hautes autorités du pays. Nous ne souhaitons pas d'ailleurs que les médias parlent du même langage, mais en même temps, nous souhaitons que les médias relatent les faits identiques, que ce soit dans les journaux bleus, que ce soit dans les journaux verts ou autres. Il faut que les faits sont sacrés et les faits doivent être faits. Il ne faut pas les travestir parce qu'on veut plaire à notre leader. Et là, c'est là que nous disons qu'il y a une part de responsabilité que nos hommes de médias doivent avoir. Chaque média appartenant en majorité à des associations politiques, c'est juste une question de conscience professionnelle. Pourquoi ne pas s'engager tous dans une campagne commune pour la paix, la cohésion sociale et pour des élections apaisées en 2020? On peut continuer à faire notre travail de journaliste, à relayer les informations venant de nos partis politiques, de nos leaders. Si l'on y extrait ou l'on en extrait des propos très violents, des propos qui peuvent mettre de l'huile sur le feu, c'est possible que tous les médias rentrent dans un schéma de communication ou de contenu constructif pour la Côte d'Ivoire. Parce que il faut éviter d'allumer la mèche qui va bien sûr détruire notre pays. Alors, Jean-Claude Coulibaly, doit-on faire le journalisme autrement aujourd'hui et comment? Oui, bon, moi je pense que le journalisme déjà en lui-même, je dirais c'est un art plus ou moins achevé. C'est un art plus ou moins achevé. Les règles sont bien connues, en tout cas par les acteurs, les journalistes eux-mêmes. La déontologie, comme on a l'habitude de dire, l'éthique, etc., c'est le b.a.-ba du journalisme. Ça a été codifié depuis belle lurette, depuis le XVIe siècle même, on savait un peu plus ou moins les codes du journalisme. Pour moi, aujourd'hui, il faut tout simplement adapter, en tout cas cet art-là, à l'actualité et puis surtout à la société. Parce que de la même manière on faisait le journalisme peut-être au XIXe siècle, on ne peut pas le faire aujourd'hui au XXIe siècle. Vous voyez même dans ce foisonnement numérique-là, la presse dite traditionnelle est plus ou moins dépassée, est plus ou moins doublée par les antiques tels que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. C'est dit que le journalisme, tel que nous l'avons connu peut-être au XXe siècle, doit s'adapter. Et c'est cela aujourd'hui. Le journaliste doit faire sa mue. Les maisons de presse doivent faire leur mue. Et c'est important. Moi, je pense que ça dépend de la question que vous posez. Autrement, qu'est-ce qui renferme véritablement cet adverbe-là? Je pense que quand on parle d'autrement, c'est peut-être voir dans quel aspect et de quelle manière on doit véritablement apporter l'information aux populations. Parce que la cible ne change pas. La cible, véritablement, c'est vrai qu'elle évolue dans le temps, mais la cible ne change pas. La cible, c'est la population. La cible, c'est les acteurs sociopolitiques. Voilà. Donc pour moi, faire autrement le journalisme, qu'est-ce que cela renferme? Est-ce qu'il faut casser vraiment les canevas? Ou bien il faut essayer de parler le plus souvent du train qui vient à l'heure et non du train qui ne vient pas à l'heure? Voilà un peu. Et si on disait les deux à la fois? Et si on disait les deux à la fois, mais pourquoi pas? Mais je pense que le journaliste s'adapte toujours à l'évolution de la société. Parce que le miroir de la société, c'est le journalisme. Les journalistes sont les écrivains du présent. C'est eux qui donnent l'information, c'est eux qui éduquent les masses, c'est eux qui forment les masses. Il y a quelqu'un, le docteur a dit, Koto Kawa a dit que c'est eux qui formatent l'opinion. Et ça, c'est important. Mais
le journaliste ne peut pas aussi danser plus vite que la musique. Parce que le journaliste appartient à une société. Madame Nata a dit tout à l'heure une chose qui est intéressante. Elle a dit, mais pourquoi ne pas parler des faits de société? Pourquoi ne pas parler, par exemple, du foncier rural? Pourquoi ne pas parler vraiment de tous les problèmes que nous vivons dans les hôpitaux, notamment dans les urgences, etc. et tout. Mais c'est bien beau tout ça. C'est bien lorsque, par exemple, on n'est pas confronté à la réalité. Aujourd'hui, la population est beaucoup politisée. Vous savez, un journal, c'est comme un restaurant. Vous allez beau avoir vraiment un beau cadre, la climatisation, vraiment tout ce qu'il faut comme l'alléchant pour pouvoir attirer la clientèle. Mais si vous n'offrez pas les repas que les clients veulent manger, que vous veulent consommer, mais votre restaurant va se vider. C'est la même chose comme un organe de presse. C'est pareil. Ce n'est pas nous qui pouvons imposer quoi que ce soit aux consommateurs, au lectorat. Mais c'est le lectorat qui nous impose parfois, en nos corps défendants, bien sûr, qu'on appelle ça ce que nous devons écrire. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des sujets très importants. On essaye de le faire de temps en temps. On essaie de s'exercer dans ce qu'on appelle les grands genres, les reportages, en tout cas sur les sujets de société, les grands sujets, en tout cas qui intéressent. Mais je vous assure qu'on le fait par plaisir, parce qu'on veut pratiquer notre métier. Mais au niveau commercial, ce n'est pas en tout cas reluisant. C'est ce que je vais vous dire. D'accord. Voilà. Oui. Félix Boni, quelle doit être aujourd'hui l'attitude à tenir, l'attitude de la société civile, celle même des politiques et des médias, pour que les choses changent? Je dirais même que les médias font partie de la société civile. Et donc, oui, sauf que la société civile, de façon... ils sont appelés très clairement par leur nom aussi. Par nos noms, les médias, on est un peu à côté, mais on fait partie de la grande famille de la société civile. Et je pense que la société civile doit être la société civile. Une société qui ne doit pas être la société politisée. Tantôt, vous l'avez dit tantôt sur le plateau, la société civile ivoirienne est très politisée. Il faut sortir de la politisation de la société civile pour être une société civile qui véritablement peut également contrôler l'action des politiques, dénoncer également. Monsieur Kouaou, qui est sur votre plateau ici aujourd'hui, il a acquis une réputation par sa posture d'homme pondéré, un homme à équidistance des différents acteurs politiques. Et nous en avons fait un de nos consultants politiques dans notre organe. C'était un hommage que Et au fur et à mesure, aujourd'hui, M. Kouaou, il est devenu un expert pratiquement pour plusieurs médias étrangers. Parce que quand vous lui posez une question, il ne va pas regarder dans le visage de X, Y pour vous donner une réponse, mais il va regarder le droit pour dire voici ce que cela veut dire, voici ce que dit nos textes, voici comment ça devait pouvoir aller. Et ça, pour nous, c'est un exemple. Et je ne suis pas surpris qu'il soit aujourd'hui sur votre plateau pour pouvoir aborder ces questions. Oui, tout à fait. Vous avez constaté que nous non plus, nous ne regardons pas le visage. On va lui poser des questions. Évidemment. Je salue d'ailleurs votre dextérité dans les débats. Et je voudrais également dire, au niveau des médias, nous devons également être pareils. Jean-Claude disait tantôt, dans un restaurant, lorsque vous rentrez, on vous propose les plats. Si vous ne proposez pas les plats que les clients ils aiment, parfois ils ne rentreront pas. Parfois aussi, il y a des restaurants où quand vous rentrez, on a un nouveau plat qui est là. Est-ce que vous voulez goûter ce plat? Il faut qu'on apprenne aux Ivoiriens à goûter un autre plat que le plat politique. Et ça, nous, les médias, il faudra qu'on se retrouve pour penser à un autre plat, pour changer, pour éduquer aussi la masse, c'est-à-dire les consommateurs d'œuvres de presse. Parce que finalement, nous contribuons également à les aider à se complaire dans les injures de nos acteurs politiques, à leur servir ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors que quand nous leur servons cela, au résultat final, non, ce sont les médias. Les mêmes qui consomment ces œuvres de médias, au résultat final, oui, c'est les médias. C'est eux qui mettent de l'huile sur le feu. Mais ils oublient que c'est ce qu'ils ont envie de consommer qu'on leur sert. C'est-à-dire, vous donnez à manger à quelqu'un quand il a de la diarrhée, ah oui, vous m'avez mal nourri. Alors que c'est ce qu'ils voulaient manger au départ. Donc je pense que ça, on devrait plus se complaire à leur servir la politique. Malheureusement, Madame Nata, lorsque vous vous intéressez au quotidien des Ivoiriens, ils se désintéressent parfois aussi de vous. Quand des gens sont en train de mourir, par exemple, dans des hôpitaux, que vous partez, vous faites un grand reportage de ce que vous mettez à la une de votre journal, vous êtes obligé de mettre ça en commune et puis servir d'abord la politique et puis mettre ça en commune. Et je pense que c'est progressivement qu'on va arriver à les intéresser à d'autres produits en essayant de faire la part des choses, un peu de politique et puis d'autres éléments pour leur dire attention, votre quotidien nous intéresse. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Madame Nata, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez véritablement, la défaillance de l'un doit pouvoir être comblée par l'autre véritablement? Parce qu'on s'accuse mutuellement, société civile, médias. Est-ce que la défaillance de l'un
peut être comblé par l'autre. Est-ce que ça devrait être cela? Je vais vous donner un exemple. Mais M. Boni a bien résumé à la fin de son intervention. Progressivement, les choses doivent se faire. Progressivement, il doit changer l'offre. Ça doit évoluer. Parce que c'est comme si quelqu'un est demandeur d'une drogue et on est celui qui lui fournit ça. Non, progressivement, il faut aider à la désintoxication. C'est une responsabilité. Mais je vais vous donner un exemple. Je vous donne le cas du Bénin, où c'était des élections présidentielles et on estimait que le débat ne se faisait pas sur les sujets de société. Et c'était un peu le même cas de figure où les politiques et les médias étaient dans un jeu qui leur plaisait. Et des citoyens, même pas la société civile qu'on dit organisée, parce qu'il y a quand même des plateformes de la société civile organisées, soutenues par des partenaires. C'est des citoyens lambda qui se sont réunis et qui ont écrit ce qu'on appelle les lettres présidentiables pour interpeller les candidats aux élections présidentielles et dire, vous prétendez être élu à la magistrature suprême. Comment allez-vous régler le problème de l'éducation? Voilà la réalité de notre éducation. Voilà la réalité de notre système de santé. Voilà la réalité de notre sécurité. Donc, au départ, il y a eu difficulté même à accéder aux médias pour permettre le débat sur cette initiative et sur les différents sujets traités. Mais au fur et à mesure que ça se faisait, ça a suscité l'intérêt. Ça a suscité l'intérêt. Et c'est tout ce qu'on demande, que les choses, peu importe d'où ça vient, quand on voit qu'il y a un qui est défaillant, que quelqu'un d'autre se dise « c'est mon rôle » en tant que citoyen de combler ce vide-là. Et c'était pour les présidentielles de 2010, je crois, en tout cas c'était pour des présidentielles. Et aujourd'hui, il y a bientôt les élections législatives au Bénin. Et un autre citoyen s'est levé et a fait les lettres aux futurs députés. Et ils interpellent, ils ont posé des questions aux députés. Et on dit, ils se donnent même des challenges. Si vous rencontrez un député dans la rue, posez-lui la question. Chacun, ce n'est pas quelque chose de prévu, puisqu'il fuit les débats, puisqu'il fuit les plateaux de télévision, allez les rencontrer. Où ils sont, si vous les croisez, au supermarché, n'importe où, posez-lui une de ces questions. Demandez-lui, lui prétend être député, nous représenter. Qu'est-ce qu'il pense de ci? Comment il pense contribuer au rôle de l'institution, qu'est l'institution parlementaire, qu'est le premier contre-pouvoir? Donc c'est pour ça que je dis que d'une manière ou d'une autre, ça se fait. Ça se fait. Les débats actuellement, l'initiative des débats pour les présidentielles au Sénégal, ça vient d'une plateforme qui a invité les candidats aux élections présidentielles à venir débattre. 4 sur 5 candidats ont adhéré à ce principe. Et à défaut d'avoir les leaders, il y a la jeunesse de ces partis politiques qui existent. On peut aller vers la jeunesse parce que si elle adhère à ce parti politique, c'est-à-dire qu'elle croit en l'idéologie de ces partis, elle croit au programme de société, confronter les idées. Le débat est intéressant, ça permet à chacun de mieux comprendre l'offre politique des uns et des autres. Il y a le débat citoyen, il y a le débat des acteurs politiques, il y a le débat des journalistes. Quand le débat ne se fait pas à un certain niveau, on peut créer un autre cadre, comme vous l'avez si bien fait. Parce que malgré toutes les difficultés que vous nous décrivez, vous, monsieur Lassine Fofana, vous continuez à créer l'espace du débat d'une manière ou d'une autre, malgré les contraintes. Parce que vous estimez que ça doit pouvoir se faire et que c'est votre obligation de journaliste. Et c'est ça qu'on est en train de ce dont nous parlons ici. Geoffroy Kouaou, pour terminer, aujourd'hui, sur quoi ils doivent s'engager tous les partenaires j'ai envie de dire les partenaires sociaux? Je pense que chacun doit pouvoir jouer son rôle. La société civile et les médias doivent comprendre une chose. Les médias d'abord, ils ne doivent pas se mettre dans une dynamique commerciale. Les médias ne sont pas des commerçants. Les médias ne sont pas un pouvoir. La presse, ce n'est pas le 4e pouvoir. La presse, c'est un contre-pouvoir. C'est le premier contre-pouvoir. La société civile est là pour amener les politiques à agir dans le sens, n'est-ce pas, du bien-être des citoyens. C'est donc aussi un contre-pouvoir. Lorsque on sait qu'on constitue des contre-pouvoirs, on change de posture. Et je pense que, vous savez, dans un État, le premier baromètre de la démocratie, de la liberté, c'est la presse. Et donc, la liberté de la presse
ce n'est pas le thème de notre débat, mais elle conditionne aussi l'attitude de la presse. Et en tant que contre-pouvoir, la presse doit se définir comme leader d'opinion, donc façonner l'opinion. Autrement dit, la presse n'a pas à attendre ce que les consommateurs veulent, mais à donner aux consommateurs ce qui doit permettre de construire la démocratie. La presse doit se mettre dans une dynamique libérale où l'offre précède la demande. Parce que la presse, c'est l'élite. La classe politique, c'est l'élite. Et donc, ces deux élites doivent comprendre que leur rôle, c'est de conduire les masses vers des lendemains meilleurs. C'est-à-dire quoi? Dans la société étatique, il y a deux objectifs qu'on recherche. La paix et la prospérité économique. Comment construire la paix? Comment construire la prospérité économique? Telles devaient être les obligations des hommes politiques et des médias. En tout cas, merci à vous, Monsieur Geoffroy Kwao. Merci à vous aussi, Nadia Nata. À vous, Jean-Claude Koulibaly. Félix Boni, merci pour tout. C'est sur cette conclusion que nous allons vraiment terminer. Cette conclusion qui va nous permettre de réfléchir tous à quoi faire, à comment faire les choses d'ici à 2020. L'année de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, tout en vous rappelant que la presse reste encore le quatrième pouvoir. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI1.